Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, plusieurs sujets dont j'ai envie de vous parler. D'abord des effets très concrets de la non-censure du gouvernement avec cette circulaire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui doit faire, à mon avis, pâlir de honte ceux qui n'ont pas voté la censure et qui se trouvent à gauche de l'hémicycle. Ensuite, je vous parlerai justement des motifs invoqués désormais pour n'avoir pas voté la censure par Olivier Faure et François Hollande. Je vous parlerai aussi de l'optimisme qu'il faut avoir dans cette période parce que je sais que c'est une période qui pour beaucoup est un peu sombre et j'ai envie justement de vous donner quelques éléments sur le sujet. Enfin, j'aborderai un autre sujet qui est des éléments de l'actualité qui me semblent assez intéressants. Je vous parlerai, ça va vous paraître bizarre, mais de la Star Academy et de choses qui sont passées sur Twitch. Puis enfin, je vous dirai peut-être 2-3 mots de mon actualité parlementaire parce que je fais beaucoup de choses en ce moment. Je vais pas le traiter dans cette vidéo, mais je vais vous en dire 2-3 mots pour que vous puissiez avoir un suivi un peu de ce que je suis en train de faire. On commence cette actu politique de la semaine. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. L'actu politique, c'est tous les samedis à 9h30. Et je commence donc avec cette circulaire du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors, monsieur Retailleau, il a décidé de faire tout ce que l'extrême droite attendait de lui. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile de dire que ce n'est pas l'extrême droite qui gouverne le pays, compte tenu du fait que la politique mise en place par le ministre de l'Intérieur répond aux attentes et aux demandes de Madame Le Pen. Donc, il y a une lourde responsabilité de ceux qui n'ont pas censuré ce gouvernement le 16 janvier, puisque cette circulaire, elle est datée du, je ne sais pas si vous verrez, mais elle est datée du 23 janvier 2015. C'est une circulaire qui vise à durcir les conditions de régularisation des personnes sans papier dans notre pays. Et je la trouve déjà nulle, dangereuse et surtout un peu contradictoire, cette circulaire du ministre de l'Intérieur. D'abord, le premier élément, c'est qu'il y a un durcissement de la question de la durée de la présence sur le territoire national pour pouvoir voir sa situation être régularisée. Aujourd'hui, Bruno Retailleau décide de faire passer à 7 ans le temps de résidence de manière donc pas forcément légale sur le territoire national, 7 ans pour pouvoir se faire régulariser quand on est sur le territoire national. Et puis ensuite, il y a il y a des éléments. Alors il y a 3 objectifs qui sont fixés à cette circulaire du ministère de l'Intérieur sur la question des régularisations. Premièrement, recentrer la procédure de régularisation sur le caractère exceptionnel. Ensuite, tenir compte, ils appellent ça du niveau d'intégration, je vais vous en parler un petit peu en détail. Et puis enfin, garantir la préservation de l'ordre public. Ça, c'est une manière de mettre en relation les questions d'immigration et les questions de sécurité, alors que je vais vous donner ce chiffre. Plus de 98% des personnes placées sous OQTF n'ont jamais été condamnées par la justice et que toutes les enquêtes sur le sujet montrent qu'il n'y a aucun lien entre l'immigration et l'insécurité, quoi qu'en dise le Rassemblement national, quoi qu'en disent les médias d'extrême droite qui vont grossir des événements qui se produisent où une personne étrangère a commis un acte délictuel ou criminel, eh bien, quoi qu'ils en disent, la science, les enquêtes scientifiques sur le sujet montrent qu'il n'y a pas de lien spécifique entre l'immigration et l'insécurité. Si on parle de la question des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales, elles se passent pour l'essentiel au sein de la famille et il faut plutôt aller chercher sur les violences qui sont faites aux enfants du côté des tontons, des papis, des hommes qui sont à l'intérieur de la famille que du côté des étrangers. En tout cas, la majeure partie des cas de violences intrafamiliales, eh bien c'est ça. Donc sur ce sujet-là, ils essayent, comme toujours l'extrême droite, ils essayent toujours de grossir des faits divers, grossir des éléments pour essayer de donner l'impression qu'un fait résumerait l'ensemble. D'ailleurs, ils sont assez incohérents parce que vous remarquerez quand même que généralement ils disent qu'un délinquant ou un criminel doit être expulsé plutôt que puni. C'est-à-dire, quelqu'un commet un acte délictuel, normalement la règle c'est de le punir. Au regard du droit français, tout le monde doit respecter la loi quand on est sur le territoire national. Donc la règle c'est, on punit la personne quand elle respecte pas la loi et elle doit aller, plutôt la logique veut qu'elle aille dans les prisons françaises, pas qu'on renvoie la personne dans son pays d'origine. Il y a des règles et il faut les respecter, c'est comme ça. Et sur ce sujet-là, eh bien vous voyez, l'extrême droite empêche de penser, de réfléchir et de réfléchir en termes d'égalité, y compris dans le devoir de respecter la loi. Donc, sur cette circulaire du ministère de l'Intérieur, ça commence par dire qu'il
il faut vérifier, alors c'est quoi la phrase exacte? Il faut vérifier un niveau d'exigence en termes d'intégration des étrangers à notre société doit être renforcé, notamment au travers de leur engagement à respecter les principes de la République. Ah, alors là, ça commence mal parce que déjà le ministre de l'Intérieur, il n'est pas foutu de dire ce que sont les principes de la République. Alors il y a toute une liste à la fin des principes de la République, donc je vous lis ce qui est écrit dans la circulaire du ministre de l'Intérieur. Il dit: en ce sens, je vous rappelle que tout étranger qui sollicite un document de séjour s'engage par contrat à respecter les principes de la République qui sont les suivants. Alors déjà, on aimerait bien que les gens qui font signer ce genre de papier aux personnes étrangères, les contrats d'intégration républicaine, c'est comme ça que ça s'appelle, les CIR, contrats d'intégration républicaine, on aimerait bien que M. Retailleau il en signe un contrat d'intégration républicaine parce qu'on a quelques doutes sur son intégration républicaine, vu qu'après il fait une liste de principes de la République qui en oublie 2 qui sont des principes majeurs. On va voir si vous êtes bien au fait des principes républicains. Alors voici ce que dit M. Retailleau. Il dit que les principes, c'est la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine. Lui, il la respecte pas, il s'en fout. La devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution. Alors c'est couillon parce qu'apparemment, il a lu l'article 2 de la Constitution, mais pas en entier, vu que c'est justement dans l'article 2 de la Constitution qu'il est question d'un principe de la République qui n'est pas cité. J'y reviens tout à l'heure. L'intégrité territoriale définie par les frontières nationales et la laïcité. Voilà les principes que M. Retailleau met dans ce qui définit les principes de la République. Dites voir, il n'en manquerait pas un qui est vachement important, parce qu'on parle de liberté, on parle d'égalité, et il en manque un, non? Il manque fraternité, c'est mis nulle part, je comprends pas, ça doit manquer. C'est sans doute qu'il y a un manque de cohérence dans la politique de M. Retailleau. Mais attendez, parce qu'il parle de l'article 2 de la Constitution. Et précisément, l'article 2 de la Constitution, il dit un truc très intéressant. Et justement, ça parle des principes de la République, enfin du principe de la République, parce qu'il n'y en a qu'un qui est défini dans la Constitution. Vous savez ce que c'est? Le principe de la République est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà. Ben ça, par exemple, c'est pas respecté par un gouvernement qui commence par pas respecter les institutions et les élections et le résultat des élections. Donc, moi, je trouve ça intéressant, cette circulaire, parce que ça permet de mettre M. Retailleau face à ses contradictions. Par exemple, quand M. Retailleau dit qu'il apprécie, qu'il partage les combats du collectif Némésis, qui est un collectif d'extrême droite, qui d'ailleurs a essayé de venir m'embêter une fois où je faisais des manifestations, on organisait des manifestations contre Macron, mais eux, leur sujet, c'était de venir manifester contre les gens qui faisaient des manifs contre Macron. Ce qui vous montre bien d'ailleurs que l'extrême droite est largement complice de la politique d'Emmanuel Macron. Mais maintenant, vous avez Macron, son ministre de l'Intérieur, le collectif Némésis, tout ça en ligne directe, et la chaîne de télé CNews de Bolloré qui évidemment donne la parole au collectif Némésis chaque fois que cela est possible. Et ça, tout ça là, tout ce qui se passe sur cette circulaire du ministère de l'Intérieur, sur les propos du ministre de l'Intérieur à propos du collectif Némésis, le problème c'est qu'ils sont tenus par le ministre de l'Intérieur et qu'on avait l'occasion de le dégager avec Manuel Valls, Aurore Berger, Gérald Darmanin et François Bayrou quand on a voté la censure le 16 janvier dernier. Mais, vous le savez, je vous l'avais dit la semaine dernière, malheureusement, une grande partie du groupe Parti Socialiste, la majeure partie malheureusement du groupe PS, n'a pas voté cette censure, ce qui pose des problèmes. Alors, ce que dit le groupe, le Parti Socialiste, et notamment ce que dit Olivier Faure et François Hollande sur les raisons de leur non-vote de la censure, c'est qu'ils auraient obtenu des choses. Ils disent qu'ils ont obtenu quelque chose sur la retraite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu sur la retraite? Que dalle. Un prétendu conclave qui est censé mettre les organisations syndicales, les organisations patronales pour discuter d'autres solutions que la réforme de la retraite à 64 ans, enfin en tout cas c'est ce qui est officiellement dit, et que si à la fin elles arrivent à un accord, eh bien l'Assemblée nationale votera sur cet accord ou bien votera sur des propositions qui auront été faites à l'intérieur, mais que s'il n'y a aucun accord, aucune proposition qui est faite, alors là pour le coup on reste à la réforme actuelle. Ça, désolé les amis, mais si vous mettez ensemble le MEDEF et des organisations de syndicats de salariés, il y a peu de chances que le MEDEF soit d'accord pour autre chose que allonger l'âge de départ en retraite. Donc,
par la force des choses, vous n'aurez pas d'accord et par la force des choses, on restera dans la réforme actuelle puisque c'est ce qui nous a été dit. Mais il y a un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de mousse qui a été faite par le système médiatique et j'ai bien content de pouvoir faire rentrer une partie du nouveau Front Populaire, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans le giron macroniste. C'est la raison pour laquelle il faut rompre avec ce giron, mais je vous en parlerai. C'est la question de l'ONDAM. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et Monsieur Bayrou donne une forme de satisfecit, de victoire à Olivier Faure et à François Hollande en disant on augmente l'ONDAM de 3,3%. C'est-à-dire on augmente les dépenses de l'assurance maladie de 3,3%. Youpi, les socialistes sont contents. Oui, sauf que en réalité, l'ONDAM, ça augmente de manière tendancielle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une inflation, ensuite parce qu'il y a une augmentation naturelle des dépenses, et puis enfin parce que, naturelle notamment en termes de dépenses pour les salariés, ce qui est logique, hein, dans l'hôpital public, il y a des dépenses qui vont avec pour les salariés. Et puis, il y a aussi une augmentation naturelle du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation naturelle de nos dépenses de santé compte tenu de ça. En fait, si on était sur l'augmentation tendancielle simplement, sans dépenses supplémentaires, la tendance de l'augmentation des dépenses, c'était une augmentation de 4,7% de l'ONDAM. Donc déjà, à 3,3%, on est en dessous. Mais en fait, si on enlève justement les augmentations de salaire dont je vous parlais tout à l'heure dans la fonction publique qui suivent leur cours, eh bien, on est en réalité à 2,1% d'augmentation de l'ONDAM seulement. C'est-à-dire que, en fait, on perd 2,6%. C'est une réduction du budget de l'ONDAM de 2,6%, vu que l'augmentation tendancielle prévue, c'était 4,7%. Vous voyez, c'est une manière d'enfumer les gens. Je détaille un petit peu, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est utile d'avoir ces arguments-là. C'est une manière d'enfumer les gens, de laisser perdurer un gouvernement qui n'a rien à voir avec le nouveau Front Populaire, qui ne colle en rien à ce que nous souhaitons faire pour le pays, mais qui permet de dire qu'on ne censure pas ce gouvernement alors qu'il faudrait le censurer. Je vais vous redonner les propos d'Olivier Faure du 30 août 2024 parce que je trouve qu'il faut les avoir en tête pour comprendre la manière dont il faut se sortir de cette séquence-là, à mon avis. Donc voici ce que disait Olivier Faure le 30 août 2024. Souvenez-vous, le 30 août 2024, on avait gagné l'élection législative en juillet, le 7 juillet. On avait dit qu'on voulait Lucie Castet première ministre et Monsieur Macron était sorti de sa trêve olympique où il ne voulait pas nommer de ministre, de Premier ministre et où il attendait, où à la fin on a eu Michel Barnier, youpi, tout le monde était très content d'avoir un mec qui avait fait 6% aux élections alors que c'est le nouveau Front Populaire qui avait gagné les élections. Et voici ce que disait Monsieur Faure à ce moment-là. Écoutez bien. Depuis plusieurs jours, Macron est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites. Exactement ce qu'ils nous disent là. Que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC. Que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est là la phrase importante. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front Populaire. Que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau, il dit 2 fois à nouveau, la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais, alors jamais jusqu'à aujourd'hui apparemment, parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais parce que nous sommes socialistes. Alors il y a 8 socialistes qui n'ont effectivement pas voté la censure, mais Monsieur Faure, il a entraîné une partie de son groupe dans une politique qui est différente. Et je cible Olivier Faure et François Hollande, parce que c'est eux qui portent la responsabilité. À l'intérieur du groupe du Parti Socialiste, il y avait plein de gens qui voulaient voter la censure et qui finalement ne l'ont pas voté pour respecter la logique de groupe. Mais il y en a aussi 8 qui l'ont voté en dépit de la logique de groupe. Donc maintenant l'enjeu c'est quoi ? C'est de les faire revenir en arrière, c'est de les ramener au vote de la censure. Pourquoi ? Et c'est là où je veux vous donner un petit peu d'optimisme. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons réussi à faire dans les élections précédentes, c'est mettre en place une dynamique. 2022, élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon fait 22% à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo fait 1,7%. Ce que ça montre, c'est qu'il fallait entraîner la gauche avec un programme de rupture. On a fait la démonstration dans la présidentielle, on fait donc la NUPES en 2022. La NUPES, c'était l'alliance de la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti communiste.
D'accord? Cette NUPES est avec le soutien critique du NPA, si mes souvenirs sont bons à ce moment-là. Cette alliance, elle a fait la démonstration qu'elle était en capacité d'arriver en tête au premier tour de l'élection législative. Donc on a fait la démonstration qu'on était capable de gagner le premier tour de l'élection législative. Ensuite, il y a eu les événements que vous avez connus, dissolution de l'Assemblée nationale. On n'était pas ensemble, Macron dissous, pour essayer de faire en sorte de se débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale, perdu, puisque nous gagnons cette fois-ci le deuxième tour de l'élection législative. Nous sortons en tête avec le plus grand nombre de députés, raison pour laquelle Olivier Faure parle de majorité de gauche dans ce pays. C'est une majorité relative, mais c'est néanmoins nous qui avions gagné. Ce qu'on a fait avec ce deuxième tour de l'élection législative, c'est montrer à tout le monde qu'on était en capacité de l'emporter, de gagner une élection, alors même que tous les sondages, tous les médias disaient qu'on allait perdre et que c'était le Rassemblement national qui allait gagner. Et ça, c'est très important en fait, parce que ça, c'est ce qui permet d'avoir une dynamique nécessaire pour dire aux gens, vous voyez, voter, ça sert à quelque chose, puisque quand vous votez, vous gagnez les élections. Raison pour laquelle il ne faut absolument pas céder à Emmanuel Macron. Il ne faut pas apporter le scalp du nouveau Front populaire à Macron comme Macron le désire et comme Faure le disait, parce que sinon, à quoi ça sert d'aller voter si jamais, à la fin, on a quand même les mêmes qui gouvernent? Les gens qui disent ça, ils ont une forme de logique. Ils disent, on a voté pour certains candidats et maintenant, les voilà qui permettent de sauver Macron. Mais précisément, c'est pour ça, et je le dis aux camarades socialistes qui nous écouteraient, c'est pour ça qu'il faut dire à vos députés que la prochaine fois, faut voter la censure. Parce qu'il va y avoir un retour du budget avec François Bayrou, avec un 49.3. C'est quasi une certitude, parce que s'ils font pas de 49.3, c'est notre budget à nous qui passe, vu qu'on est majoritaire. Enfin, c'est logique, hein, les institutions, elles fonctionnent avec cette logique-là. On est les plus importants. La dernière fois, on avait réussi à faire avancer nos propositions dans le budget. Ils ont, bien sûr, les macronistes, aucune envie qu'on fasse avancer nos propositions dans le budget. Donc là, il va y avoir un retour du budget. Ça va être horrible. Ça va être un budget Barnier en pire. Donc, les raisons qui ont amené à censurer Barnier en décembre doivent nous amener à censurer ce gouvernement au moment où il fait son 49.3 sur le budget. Et là, il y a quelques inquiétudes sur ce que veulent faire les socialistes à ce moment-là, raison pour laquelle vous avez 2 semaines ou 3 semaines, en gros, pour mobiliser et pour essayer de faire en sorte que si vous avez un député socialiste chez vous, faut lui dire, maintenant, vote la censure, moi je t'ai fait élire, mais je t'ai fait élire pour un programme de rupture. Pourquoi c'est important? Et c'est là où je veux que tout le monde comprenne bien pourquoi c'est important. Parce que face à nous, il y a notre véritable adversaire. De l'autre côté de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont du Rassemblement national. Rassemblement de rien du tout, plutôt Front national que Rassemblement, mais ils sont en face de nous et eux, ils n'ont pas voté la censure. Et précisément, ça les met dans une situation de tension. Parce que le Rassemblement national, il est dans une tension entre essayer de satisfaire un électorat populaire qui ne peut pas voir ces gens-là, qui ne peut pas voir Manuel Valls, qui ne peut pas voir des gens comme Darmanin, comme Aurore Berger. Ils ne peuvent pas les voir, ils n'ont pas envie que ce soit ces gens-là qui gouvernent. Ils ont envie de changer, ils ont envie que ça tourne. Et ils font le choix d'aller voter pour Marine Le Pen. Mais donc, quand Marine Le Pen sauve des gens comme Manuel Valls, vous imaginez bien que les gens qui ont voté Rassemblement national, ils sont pas très contents de leur groupe parlementaire. Ils étaient déjà pas très contents qu'ils permettent à Barnier de gouverner le pays jusqu'en décembre la dernière fois. Et c'est parce que ça chauffait dans l'électorat du Rassemblement national que Marine Le Pen, elle a décidé que le Rassemblement national votait la censure, mais elle était embêtée en même temps en faisant ça, parce que l'autre enjeu de Marine Le Pen, c'est d'essayer d'élargir sur un électorat qui est en recherche de stabilité des institutions, de stabilité du système capitaliste, et qui n'a pas envie de mettre à plat le système comme l'autre partie de l'électorat de Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, elle est dans une tension. Elle est dans une tension entre censure, non-censure. Eh bien nous, normalement, ça n'est pas notre cas. Nous, on n'est pas d'accord avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. On n'est pas d'accord avec le système économique capitaliste dans lequel on est. Et précisément, ce qu'on essaye de démontrer depuis le début, c'est que c'est le Rassemblement national qui est l'assurance vie d'Emmanuel Macron, raison pour laquelle on appelle à les battre à chaque fois que c'est possible, parce que ça serait Macron en pire, le Rassemblement national. Donc on va pas aller sur le truc qui est encore pire. Et là, ils nous font la démonstration que chaque fois qu'il faut sauver Macron, ils sont au rendez-vous pour le faire. Donc, ce que fait la non-censure d'une partie du groupe du Parti socialiste, c'est que ça nous empêche d'avoir un argument politique, de lisibilité politique, de clarté politique, qui nous permettrait justement de montrer que nous sommes dans une logique de rupture totale, franche, honnête vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron, tandis que il y a un bloc en face de nous qui est composé des macronistes et du Rassemblement national qui permet à cette politique de continuer. Vous voyez, c'est ça ce que ça fait manquer. Ça fait manquer de lisibilité politique
de clarté politique. Et dans des périodes comme celle-ci, justement, on a besoin d'être lisible. On a besoin que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je veux que vous reteniez ça pour être optimiste. C'est que, déjà, petit 1, tout n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'il est possible que d'ici 2 semaines, il y ait quelques, disons, réflexions qui se produisent chez ceux qui n'ont pas voté la censure et que cette fois-ci, ils votent la censure. Ils disent, bon, on vous a laissé une chance, mais vraiment, vous faites des trucs nuls. Donc cette fois-ci, on censure. Donc ça, c'est la première option. Il y a une option qui est quand même une option où à la fin, ça se termine plutôt bien. Parce que imaginez, on censure, qui c'est qui va aller faire gouvernement de Macron après? Qui c'est? Ils vont mettre quoi? Manuel Valls, Premier ministre? Mais le gars, il se fait censurer le lendemain. Normalement, si tout le monde est un peu cohérent, ça dégage. Il va y avoir que des gens qui sont là avec les dents qui rayent le parquet pour faire ministre de Macron. Donc autant vous dire que les gens avec les dents qui rayent le parquet, c'est ceux que tout le monde déteste, que plus personne peut voir. Et la pression sur la censure sera énorme si jamais ils essayent un troisième gouvernement du type de Barnier ou Bayrou. Donc la logique, ça amène ensuite à la démission d'Emmanuel Macron, à une nouvelle élection présidentielle et au fait que ce soit vous qui tranchiez entre les différents candidats pour qu'on puisse sortir de cette phase de crise politique et pour ce qui nous concerne, nous, porter une 6e République en même temps que nous portons un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Bah oui, parce que on voit bien que c'est la 5e République qui bloque tout, donc maintenant il est temps de changer de constitution et de donner la parole au peuple. Mais je veux que vous ayez de l'optimisme, parce que tout ce qui est fait contre nous est fait pour vous déprimer vous. Quand on a fait le 2e tour de l'élection législative, souvenez-vous du sentiment qu'on a eu. On s'est dit, on était surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude on gagne une élection à ce niveau-là. C'est-à-dire, on se dit, d'un coup, on a gagné, alors qu'on ne s'attendait pas à gagner, et qu'on s'attendait à ce que ce soit le Rassemblement national qui gagne, puisque les sondages nous avaient dit, dans tous les cas, que de toute façon, à la fin, en gros, ce serait Bardella le Premier ministre. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc il y a eu un effet de surprise, et en même temps, un effet de, de récupération de ce qu'est notre pays. C'est-à-dire, on s'est dit, ok, on a marqué quelque chose de très fort dans cette élection-là, on est prêt à gouverner notre pays, c'est notre pays, et on veut assumer le pouvoir politique. Et là, on était dans une très forte dynamique. Ça fait extrêmement peur au système politique en place. Ça fait extrêmement peur à l'extrême droite. L'extrême droite, ils se sont pris un gros coup de bâton sur la tête parce que eux, c'était l'inverse. C'était, oh là là, vous allez gagner, Bardella Premier ministre, etc. Poum, ils sont arrivés 3e de l'élection législative au 2e tour. Donc eux, ils se sont pris un coup de bâton sur la tête. Et pour eux, c'est difficile de remonter sur le cheval. La raison pour laquelle tous les médias, en particulier CNews, les médias de Bolloré en particulier, plus des médias d'extrême droite qui sont en train de se multiplier, essayent de corriger cette défaite électorale par une survalorisation du contenu d'extrême droite, y compris avec des algorithmes comme celui de monsieur Musk sur X, qui aident l'extrême droite et qui visent à nous déprimer, à faire en sorte que nous on se dit oh là là, bon Dieu, ils sont forts l'extrême droite quand même, etc. Ils sont pas forts, ils ont perdu l'élection. Souvenez-vous toujours de ça. C'est nous qui sommes forts, c'est nous qui sommes en dynamique. Et la raison pour laquelle ils essayent de nous déprimer, c'est précisément pour ça. Ils essayent de nous déprimer, de nous diviser, pour que soit on soit pas en dynamique parce qu'on se dise bon de toute façon tout est perdu, on va pas y arriver, etc. Soit on se divise entre nous. Eh bien, il faut leur donner ni un cadeau ni l'autre, ni l'absence d'optimisme dans l'action, puisque notre action jusqu'à présent a montré qu'on était plutôt en dynamique. Je vous rappelle que l'élection présidentielle, on a fait 22%, ils nous annonçaient à 16%. Pour certains sondages, on a fait 6 points de plus que les sondages. Donc la prochaine fois que vous entendez un sondage qui nous met à 10, 12 ou même 14, dites-vous qu'on est largement en capacité d'accéder au second tour parce qu'on est beaucoup plus haut que ce qu'annonce le sondage. Mais c'est ça qu'ils essayent de faire. Ils essayent de nous déprimer, de nous taper dessus, de nous faire reculer, nous faire rentrer en nous-mêmes et qu'on se dise ça va servir à rien, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Donc c'est pas à nous d'avoir peur. C'est à nous d'être en conquête, en dynamique. Et sur le terrain, vous le constatez, il y a plein de gens qui rejoignent les rangs de la France insoumise, qui rejoignent la volonté d'action, parce qu'ils sentent qu'on est dans une période difficile, ils sentent qu'on est dans un moment où on doit trancher entre les orientations de notre pays. Est-ce que ça va être du Le Pen ou du Mélenchon, pour résumer les choses à ce que c'est finalement, deux visions différentes de la société. Et il y a plein de gens qui n'ont pas envie de Le Pen et qui ont très envie du programme qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ce programme, l'Avenir en commun, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu, parce que justement, c'est des propositions pour transformer le pays en profondeur. Donc c'est ça que je voulais vous dire, gardez cet optimisme-là, parce que je sais qu'à la fin, on peut l'emporter. Et justement, il y a d'autres éléments qui, dans la société, peuvent nous inviter à être optimistes. Je vais parler de 2 événements qui se sont produits, qui n'ont pas de rapport direct avec la politique, mais qui sont quand même des événements politiques. D'abord, la Star Academy.
Parce que dans la Star Academy, il se produit quelque chose de spectaculaire. C'est que la question des luttes antiracistes intervient dans l'émission Star Academy avec la candidate qui s'appelle Ebony, qui porte ce sujet dans la Star Academy. Et ça n'est pas une mise en cause de la qualité de tel ou tel candidat, ou candidate en l'occurrence, parce qu'il reste que des candidates, il y en a une qui s'appelle Ebony, l'autre qui s'appelle Marine. Ça n'est pas une mise en cause de la qualité des candidates qui sont présentes. La question qui est posée, c'est une chanteuse qui est très douée, qui est Ebony, porte un sujet qui est la question du racisme dans la société française, et elle le porte en disant qu'elle espère que les petites filles qui subissent le racisme et le sexisme se sentent fortes, se sentent renforcées par sa prestation et par le fait qu'elle est arrivée en finale et que peut-être elle peut même gagner cette finale. Donc cette question-là, elle est posée, et elle est posée aussi parce que Ebony, donc cette candidate, subit des insultes en raison de sa couleur de peau. Eh bien, je pense que c'est notre devoir de militants politiques de regarder quand il se passe des choses comme ça. Parce que justement, c'est pas dans une émission où d'habitude il y a de la politique. D'un coup, il y a de la politique, parce que la question des luttes antiracistes, c'est une question politique, et elle est portée de belle manière, et je crois d'une manière qui peut rassembler et être enthousiaste justement pour définir ce qu'est le peuple français. C'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, c'est pas une origine, c'est pas je sais pas quoi, c'est une manière de penser notre pays. Liberté, égalité, fraternité, et une personne égale une voix, tous citoyens de la République française, c'est ça l'idée républicaine. Donc, notre égalité, elle est définie, je vous l'ai déjà dit souvent, mais dans notre rapport à la loi. Et justement, il ne devrait pas y avoir d'autres différences. Moi, il y a un gamin, une fois que j'avais auditionné, qui m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Il m'avait dit, on est tous français, on doit avoir les mêmes droits. Et justement, ce qui était derrière, c'était la question de l'accès à l'école publique, de l'accès à la santé, de l'accès aux services publics d'une manière générale, et de la manière dont les services publics sont sous-traités, au sens pas sous-traités avec de la sous-traitance, mais maltraités dans les quartiers populaires comme dans les zones rurales. Et ça n'est pas acceptable, ça n'est pas admissible. Justement, cette formule, elle est juste, on est tous français, on doit avoir les mêmes droits. Et moi, je vais même plus loin. On est tous sur le territoire de la République française, on doit avoir les mêmes droits. Et je le dis, y compris pour les personnes étrangères. Parce que le droit à la santé ou à l'éducation, eh ben nous, les républicains, normalement, on fait pas de tri en fonction ni de l'origine, ni du statut national d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis il y en a un deuxième que j'ai trouvé absolument génial. Il y a un streamer sur Twitch qui s'appelle Amine, qui a lancé un mouvement qui s'appelle Stream for Humanity, et dont l'idée était de faire une levée de fonds pour donner à une association, je crois que c'est Médecins sans frontières, mais au service de la paix. Et il parle notamment de la Palestine, du Soudan, du Congo, du Liban, et il a voulu créer cet événement pour essayer de porter la question de la paix. Et ben moi je trouve ça formidable et magnifique que des streamers se mobilisent. Alors ce sont des questions qui sont éminemment politiques, géopolitiques même. Mais je trouve ça magnifique que des streamers décident de se mobiliser pour faire du bien autour d'eux. Et précisément, moi je trouve que c'est ça qui fait rayonner la France. Ça fait bien plus rayonner la France d'avoir un stream qui est un stream au service de la paix, plutôt que d'avoir des gens comme Bruno Retailleau qui nous enferment dans des trucs où c'est la vieille France rance, raciste, qui rappelle des moments sombres de l'histoire. Je vous dis un truc quand même, mais souvenez-vous toujours de ça quand vous entendrez un mec du Rassemblement National ou de chez les Républicains parler de français de papier. Souvenez-vous que sous Pétain, des gens comme Maurras, ils parlaient de français de timbre de papier, d'accord ? Français de papier timbré, c'était comme ça, français de papier timbré. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, pour avoir la nationalité, il fallait envoyer un papier timbré. Mais vous voyez, ils ont enlevé un mot, mais ils ont gardé l'idée. C'est l'idée que, en fait, il y aurait des degrés entre les Français. Ça n'existe pas dans une logique républicaine. Bon, je voulais vous parler de mon travail parlementaire. J'en dis quelques mots très très rapidement. Deux choses. D'abord, je vais bientôt rendre mon rapport sur la question de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça devrait être au début ou au milieu du mois de février. Ça, on approche enfin du rendu du rapport de cette mission d'information qui aura duré plus d'un an au final à cause de la dissolution plus d'autres événements, je vous passe sur les détails. Mais à ce moment-là, je vous préviens juste, mais à ce moment-là, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique pour vous parler de ce sujet-là parce que comme j'ai beaucoup bossé dessus, je veux vous présenter un peu les solutions qu'on proposera dans ce rapport. Et puis je veux vous dire aussi deux mots sur la commission d'enquête dont je suis le rapporteur sur l'organisation des élections. Les auditions continuent, donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines, je crois maintenant,
pour vous présenter cette commission d'enquête si vous le souhaitez. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous invite aussi à regarder, à faire le suivi, cette fois-ci peut-être davantage sur mon compte X, des différents extraits qu'on met en circulation parce que on essaye de vous mettre le contenu qui va être le plus piquant dans cette commission d'enquête. On va recevoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je me souviens pas, des gens comme l'Arcom par exemple, pour parler de la question de l'influence des médias dans les élections. Donc on va avoir des gros sujets qui vont venir, on va parler de la question des sondages, on va parler de beaucoup de sujets sur les influences qui essayent de se faire en ce moment sur les élections et qui justement empêchent de penser librement et de faire des choix de citoyens libres et éclairés, parce que quand on vous martèle des trucs toute la journée en vous disant vous allez perdre les élections, vous allez perdre les élections, vous allez perdre les élections, et ben justement ça ne donne pas l'optimisme dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça ne donne pas l'optimisme nécessaire pour aller au combat et pour essayer de les gagner. Et moi je considère que c'est une influence négative sur les élections, une influence négative sur le libre arbitre des citoyens, et ça en République ça n'est pas possible, parce que les citoyens ils doivent pouvoir choisir librement, dans l'isoloir, pof, ils font leur choix et ils exercent leur souveraineté à ce moment-là. Voilà, j'ai essayé de faire très vite sur tous les sujets dont je voulais vous parler cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'actu politique de la semaine. L'actu politique de la semaine. Salut tout le monde.